Alors, bonjour et bienvenue pour ce second séminaire des rendez-vous de fiducial conseil consacré à l'immobilier d'entreprise. Aujourd'hui, on aura 5 intervenants avec une introduction de Gaël Penouat, qui est responsable des activités conseil, gérance et banque. Ensuite, un point marché avec François Dupuis et notre grand témoin Jérôme Legrel de CBRE, qui est le leader mondial du conseil en immobilier d'entreprise. Et puis, qui dit immobilier d'entreprise dit fiduciaire gérance. Donc, on aura Jean-François Charrier, avec lequel on aura un échange. Voilà, donc sans plus attendre, je laisse la parole à Gaël. Merci. Bonjour à tous. On a effectivement, au niveau de Fiducial Conseil, dans la période de confinement que l'on vient de vivre, inauguré les rendez-vous de Fiducial Conseil avec un premier webinaire qui a porté sur la rémunération du dirigeant et les mesures à adopter pour baisser ses charges en maintenant sa protection sociale avec notre partenaire Bruno Chrétien de Factoriel. Ce premier webinaire a été un très grand succès puisqu'il y a eu plus de 400 inscrits et 300 participants. Donc, je voudrais remercier tous les participants, bien entendu, du réseau qui ont participé à ce premier webinaire. Et pour ceux qui n'ont pu y participer, leur rappeler que, bien évidemment, ces webinaires sont enregistrés et qu'ils sont accessibles sur notre site Internet. Un petit mot quand même pour vous dire que les équipes de Fiducial Conseil continuent bien évidemment d'accompagner vos clients tout au long de leur vie professionnelle et familiale grâce à une approche patrimoniale sur mesure, axée sur la protection sociale, la retraite, la constitution d'un patrimoine diversifié et bien entendu sur les problématiques de succession et de transmission qui sont au cœur effectivement de toutes les entreprises à un moment donné de leur vie. Donc, fort du premier succès du dernier webinaire, on a décidé de continuer et d'essayer de trouver un rendez-vous régulier avec vous. Et on a envie de vous parler un peu d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial, puisque c'est un secteur qui évolue beaucoup, sur lequel on est très présent dans le groupe, très présent au niveau de fiducial gérance, bien évidemment, avec nos produits sous format SCPI. Et il y a une composante dans l'immobilier qui intéresse tout un chacun, puisque beaucoup de nos clients TPE sont concernés par ce secteur, c'est l'immobilier commercial. Donc, vous allez avoir deux intervenants. Un intervenant qui c'est François Dupuis, qui est directeur des investissements de fiducial gérance, qui vous parlera de l'économie immobilière de façon assez générale, avec l'approche bureau. Et puis, Jérôme Legrel, qui est un grand spécialiste du commerce, avec un format qui est en train de muter avant la crise sanitaire et qui connaît depuis la crise sanitaire un phénomène d'accélération, de transformation sur lequel on se pose beaucoup de questions. Donc, on va essayer au cours de ce webinaire, de ce format, d'essayer de répondre à toutes les questions qu'on peut se poser sur l'immobilier. Est-ce que c'est toujours une valeur refuge? Est-ce qu'effectivement, on peut se constituer un patrimoine sur la durée et en faire un véhicule pour la retraite, parce que c'est l'enjeu de beaucoup de chefs d'entreprise? Quel impact aura la crise sanitaire sur le confinement, après le confinement, pardon, avec les changements de comportement qu'on a vécu, le développement du télétravail? Quel est l'impact sur les marchés du bureau? L'accélération aussi de l'essor du e-commerce sur l'immobilier commercial. Donc ça, Jérôme Legrel en dira beaucoup plus. Et puis, une fois qu'on aura vu tout ce qui se passe sur ce marché, et si on a des réponses claires à apporter, ce qui n'est pas forcément évident, parce que c'est une transformation, à mon avis, profonde et à long terme, on regardera côté pierre-papier avec notamment Jean-François Charrier, si le format SCPI est toujours adapté, est toujours résilient, et si les chefs d'entreprise peuvent continuer à se constituer un patrimoine au travers des SCPI, et notamment avec celle de fiducial gérance. Donc, vous voyez que c'est des sujets qui intéressent à la fois, bien sûr, l'immobilier, mais pas que, puisque la TPE, bien sûr, c'est beaucoup de commerçants, d'artisans, et donc des formats qui les intéressent au premier chef. Est-ce qu'il faut être propriétaire de son immobilier commercial? Et qu'est-ce que va devenir cet immobilier commercial demain avec les changements dont je viens de parler? Donc voilà, en introduction, ce que je voulais vous dire que c'est un sujet qui nous passionne, qui est important pour l'économie d'une façon générale, parce que c'est un secteur très, très large. Et puis, c'est aussi un secteur qui doit permettre à tout un chacun d'être une des composantes de son patrimoine. Très bien, merci beaucoup. Donc, je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet avec le point global de François Dupuis. Voilà, François. Merci Patrick.
Bonjour à tous. Je pense que tous ceux qui nous écoutent sont pleinement conscients que nous sommes à un moment charnière pour l'économie française et que nous sommes également à un tournant dans le marché de l'immobilier. Et dans ce contexte, donc, je vais vous parler de notre analyse du marché de l'immobilier d'entreprise et je vais essayer de vous livrer quelques pistes de réflexion sur les possibles évolutions des principales classes d'actifs, que ce soit en termes de volume d'investissement ou de rendement. Donc, mon intervention sera centrée sur l'investissement. Très bien. Alors, je vous présente tout d'abord les volumes d'investissement depuis 2010. Vous voyez que ces volumes ont progressé de manière quasi constante depuis 10 ans. 13,7 milliards en 2010, 41,4 milliards en 2019. Donc, c'est un triplement en 10 ans. Et nous sortions d'une année 2019 réellement exceptionnelle à plus d'un titre, par le volume et par l'importance du quatrième trimestre qui avait vraiment permis à cet exercice de sortir du lot. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Un semestre plus tard, nous venons d'avoir les chiffres là à fin juin, donc nous frôlons les 12 milliards d'euros placés au premier semestre, ce qui signifie que nous devrions être aux alentours de 30 milliards d'euros placés à fin 2020, ce qui n'est pas si mal finalement. Certes, c'est une forte diminution par rapport à 2019, mais qui était réellement exceptionnelle. Et 30 milliards, ça va ressembler à une moyenne des 5 années précédentes. Donc, je pense qu'on devrait bien s'en sortir. Et comme toujours, le quatrième trimestre devrait permettre de constater un redressement du marché. Alors, un petit focus sur les investissements en région. Je pense que nos auditeurs ont un intérêt particulier sur ce secteur-là. On voit là aussi une progression très forte. Et on voit un premier trimestre 2020 qui était pas mauvais, à 2,4 milliards. Les premières tendances, les premières anticipations nous laissent penser que nous devrions être entre 8 et 10 milliards d'euros en fin d'année, ce qui représente à peu près 30% du marché français. Alors, une répartition par classe d'actifs, où on compare 2018 et 2019, avec la moyenne à 5 ans également. On voit une importance principale des bureaux Île-de-France et des bureaux régions, mais qui reste globalement stable. C'est la classe d'actifs royale qui pèse entre 60 et 75% selon les années. On voit une forte progression du commerce qui s'était bien redressé en 2019 puisqu'il y avait eu 6 milliards d'euros placés et qui malheureusement va connaître une baisse notable en 2020. Et on voit également une forte progression de la classe d'actifs logistiques, avec notamment, avec le développement du e-commerce, une appétence plus forte des investisseurs pour cette catégorie d'actifs. Alors, même chose avec un premier trimestre 2020 pour les régions, où on voit un phénomène très marqué qui est l'importance primordiale prise par la logistique, plus de 50% des investissements du début d'année, alors que le commerce est retombé à 8%, ce qui est à peu près la moitié de ce qu'il représente en temps normal. Ensuite, vous avez la répartition des investissements par taille d'opération. Donc, une des tendances du marché depuis quelques années, c'est une focalisation vers les très grandes transactions, plus de 100 millions d'euros, plus de 200 millions d'euros. On constate qu'elles ne pèsent que 10% en nombre, mais qu'elles pèsent 60% en volume. Nous sommes sur un créneau différent. Nous sommes sur les opérations de moins de 20 millions d'euros qui pèsent en sens inverse, 60% en nombre et 10% seulement en volume. Mais c'est ce que nous visons comme cible parce qu'il y a une meilleure répartition des risques et parce que ça correspond à l'ADN de Fiducial. Alors, je passe au rendement et à la comparaison des rendements des grandes classes d'actifs avec l'OAT. Donc, par rapport au placement sans risque qui est aujourd'hui autour de 0, on constate qu'il y a encore une prime de risque importante de l'immobilier qui était encore à fin 2019 autour de 250 points de base, avec une convergence à la baisse régulièrement depuis 2 ans et peu d'écart entre les bureaux et le commerce. Je pense que cet écart va
va remonter un petit peu. On va s'approcher, je pense, de 300 points de base. Et ce sera certainement avec les bureaux qu'on aura cet écart-là, puisque les commerces vont remonter, je pense, en rendement un peu plus. La logistique est redescendue, je dirais, par concentration de nouvelles marques d'intérêt des investisseurs, est redescendue jusqu'à 4. Compte tenu de cet appétit-là, je ne pense pas que les taux remontent très fort en logistique. Au contraire, il y aura une demande qui sera de plus en plus forte. Donc, il y aura une convergence à la remontée, je pense, dans les mois qui viennent. Alors, dernière slide en ce qui concerne les investissements. La comparaison pour les bureaux, cette fois-ci, entre l'OAT et les grandes métropoles régionales, avec une certaine hiérarchie des taux. Lyon en tête, bien entendu, à 3,50, donc avec 350 points d'écart par rapport à l'OAT. Là, je pense que cet écart va un petit peu monter, mais pas tant que ça. Il y aura peut-être une remontée des taux. Là, on n'a pas mis des métropoles un peu moins importantes comme Montpellier ou comme Strasbourg qui sont autour de 5. Je pense qu'on aura une remontée plus proche de 5, sachant qu'à l'intérieur de ce classement, il peut y avoir des changements. Il y a quand même des phénomènes importants qui vont jouer, je pense, dans les mois et les années qui viennent. L'arrivée de maires écologistes dans des villes comme Lyon ou comme Bordeaux peut avoir une influence sur ce classement, de même que les difficultés d'Airbus à Toulouse peuvent aussi avoir une influence sur l'attractivité de la métropole toulousaine pour les grands investisseurs. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'investissement en immobilier d'entreprise et plus spécialement en bureau. Et je vais passer la parole à Jérôme Legrel qui va vous parler des commerces. Bien, bonjour à tous. Je vais donc passer sur la présentation et vous parler des commerces qui effectivement est dans cette crise très certainement le secteur qui est en front line de tout ce qui se passe et qui sans doute est le plus impacté ou fortement impacté. Alors, je vais me mettre. Le premier élément qu'on peut noter et sur lequel il faut revenir, c'est que c'est une crise inédite avec un choc du confinement qui a tout simplement marqué la fermeture de quasiment l'intégralité de tout le commerce, et ce, à une échelle européenne, voire mondiale. Et en France en particulier, ce choc-là vient frapper un secteur d'activité qui lui-même est en souffrance sur une crise qui est assez profonde, mais qui est aussi des crises conjoncturelles, celle des gilets jaunes et puis celle des grèves de la fin de l'année dernière et du début d'année. Donc le premier constat, à travers un indicateur qui est un indicateur clé au niveau du commerce, c'est qu'on a une chute des trafics. Alors chute des trafics évidemment dans les centres commerciaux, mais ce que vous voyez sur le slide à l'échelle des grandes capitales européennes, une chute des trafics dans ces grandes métropoles. Et ce point est important parce que, on le verra après, ce sont des trafics qui sont fortement alimentés non seulement par les populations qui y vivent et qui y résident, mais qui sont aussi fortement tributaires de l'activité économique et du tourisme d'affaires, et dont la reprise aujourd'hui se fait évidemment attendre, et ça aura des impacts assez importants et plus marqués sur les métropoles que sur les petites villes. Évidemment, la corrélation directe de cette période de confinement, c'est un arrêt des transactions, des chiffres d'affaires, et on le voit sur ces graphiques-là. Tous les secteurs, à l'exception des quelques rares qui ont pu être maintenus ouverts, vont connaître un passage donc, de chiffre d'affaires qui va chuter quelquefois jusqu'à 100% ou 90%. Donc on imagine bien les conséquences absolument phénoménales qui vont toucher toutes les structures, qu'il s'agisse de grandes structures, de grosses structures, de petites structures, d'indépendants. Personne n'est épargné par cette crise-là. 55% de baisse de chiffre d'affaires sur la durée du confinement suivant les indicateurs POCOS, ça vous montre l'ampleur du sujet. Ou si on raisonne à l'échelle macroéconomique, c'est-à-dire à l'échelle du pays, l'INSEE en 15 jours a constaté une chute de la consommation de 35% donc hauteur des ménages. Donc c'est un choc d'une violence inouïe.
Et donc, à partir de ça, évidemment, on constate des mises en redressement judiciaire, des procédures de sauvegarde qui s'égrènent au fil des jours, au fil des semaines, et qui sont en train de prendre un rythme de plus en plus rapproché et rapide. Les premiers secteurs frappés, j'y reviendrai là aussi, c'est celui de la mode, du prêt-à-porter et du textile, qui déjà était un secteur en crise et qui, là aujourd'hui, fait face à des difficultés qui sont supplémentaires. On rappellera que c'est un secteur qui, depuis grosso modo une dizaine d'années, est quasiment en décroissance à peu près de 25%. Et le volume de perte de chiffre d'affaires sur cette année risque d'être à peu près de 25%. Donc c'est assez considérable. Autre élément d'appréciation sur l'impact de cette crise, on estime peu ou prou que ça a été sur la seule période de confinement 50 milliards donc, de chiffre d'affaires potentiels qui ont été perdus, avec premier frappé la restauration, en tout cas en part relative, ou l'équipement de la personne comme je l'ai nommé, ou encore tout ce qui est équipement de la maison à travers le meuble. Pour vous donner un chiffre qui mettent les choses un peu en perspective. L'industrie automobile a perdu à peu près 21 milliards d'euros de chiffre d'affaires durant cette période-là. La restauration, c'est 25 milliards. Vous voyez les enjeux qui concernent toute l'industrie du commerce, si je peux employer ce terme-là. Derrière, l'enjeu de survie à court terme, avec évidemment une crise de cash énorme et des coûts derrière qu'il faut supporter, on considère que potentiellement le risque est de l'ordre de 20 à 25% des enseignes qui pourraient disparaître d'ici la fin de l'année. Et ça représente plusieurs centaines de milliers de mètres carrés et plusieurs centaines de milliers d'emplois qui pourraient être menacés. Donc l'enjeu immédiat, ce qui permet aussi d'expliquer certains des débats qu'on peut avoir autour des discussions de loyers, c'est préserver impérativement la trésorerie, toutes les discussions sur les loyers que je mentionnais, et puis ce besoin urgent de financement, là où l'État effectivement a été obligé de mettre en place des mesures particulières pour apporter sa garantie et favoriser différentes actions de refinancement. Et on le voit, lorsque ces actions de refinancement n'ont pas pu être possibles ou la garantie de l'État n'a pas été donnée, c'est le cas par exemple de Camaïeu, eh bien, l'entreprise est obligée de passer très souvent par une procédure de sauvegarde. Et puis, un autre élément parallèle, je dirais, qui est moins financier ou moins lié au bilan de l'entreprise, c'est la question de la poursuite de l'activité. Et derrière la poursuite de l'activité, il y a évidemment la question de la réouverture des magasins à flux contrôlé avec les contraintes sanitaires, donc c'est effectivement quelque chose d'extrêmement nouveau. Il y a eu la préoccupation de rester au contact des clients durant toute cette période-là et avec un enjeu in fine qui est l'écoulement des stocks. Et certains secteurs, en particulier les secteurs qui sont plus saisonniers, et encore une fois celui du textile, évidemment, ont constitué des stocks pour la période du printemps et de l'été, et ils vont devoir les écouler quelque part à contre-courant et dans des conditions financières extrêmement mauvaises, et donc là aussi limitant leur possibilité de revenir à une situation normale. Alors, ceci étant, pour l'analyse de cette crise, alors à la fois avec humilité, parce que je crois qu'on n'a pas encore tout vu et pu tirer toutes les conséquences de cette crise, mais on peut souligner deux éléments qui sont très, très, très importants et qui seront très vraisemblablement à terme des espèces de guidelines sur la manière dont le commerce va se reconstruire ou va pouvoir se redévelopper. Je voudrais ici insister 2 secondes sur l'alimentaire. L'alimentaire est effectivement le seul secteur qui est resté ouvert pendant toute la période de confinement, nécessité faisant loi, bien entendu. Et ce qui s'est passé à l'intérieur de ce secteur-là nous donne quelques lectures extrêmement intéressantes. Premier indicateur, c'est que sur les différents formats qui existent aujourd'hui, les grands gagnants, ce sont les formats de proximité et les formats donc, qui sont sur des dimensions les plus restreintes. A contrario, l'hyper a perdu en part de marché durant cette période-là et à l'autre bout de la chaîne, les plus petits formats de proximité tant urbaine que rurale ont progressé de manière extrêmement significative. Alors on pourra se dire c'est normal parce que confiné, on ne se déplace pas, circulation restreinte, donc ça ne pouvait que fonctionner comme ça. Mais non, parce que à l'intérieur même de ces grands acteurs, il y en a qui ont tiré leur épingle du jeu et qui ont connu des progressions et des prises de parts de marché historiques, c'est le cas notamment d'Intermarché ou de Super U, et ils ont pu profiter, entre guillemets, de cette situation parce qu'ils se sont appuyés sur un réseau
extrêmement dense, de proximité, avec lequel ils ont pu combiner en fait l'outil du digital. Et le digital a été la deuxième arme fondamentale pour ces acteurs-là, parce qu'elle a permis d'abord à l'échelle du client de les approvisionner de multiples manières, en magasin, en drive, en click and collect, donc en utilisant tous ces outils-là. Mais ce n'est pas le seul élément qui leur a permis de tenir le coup. Je reprends l'exemple d'Intermarché. Intermarché a une chaîne de distribution totalement intégrée, d'amont en aval. Et donc, cette maîtrise de cette chaîne de production a permis à cet acteur-là en particulier, mais aussi quelques autres, en fait, d'être continuellement en capacité de délivrer et de fournir ses clients, là où d'autres acteurs étaient plus à la peine. Et je prends l'extrême un peu inverse, qui est celui du groupe Auchan, qui n'a pas encore fait sa mue, notamment sur ses formats de proximité et d'intégration du digital sous tous ces aspects, qui a perdu, durant cette période-là, des parts de marché. Donc, on retiendra, je pense, ces deux éléments, qui sont ceux de la proximité et liés à ça, du maillage du territoire, associés donc à la maîtrise du digital. Alors, de là à dire que, comme ça a été souvent dit de manière un petit peu réductrice, que le digital, finalement, est le grand gagnant de cette crise et que les pure players ont profité de la situation, la réponse est non. La réponse est non, pourquoi ? Parce que, tout simplement, en regardant un peu les chiffres, l'évolution des courbes de vente du commerce physique ou du commerce digital sont quasiment similaires. Donc, l'impact de la crise pour les pure players et pour le commerce traditionnel ont été peu ou prou les mêmes. Et si l'on regarde dans le détail, on s'aperçoit que pour les pure players, ils ont connu une progression de leur vente de l'ordre de 20%, qui est plus tardive que celle qu'on a pu constater pour les commerçants traditionnels et beaucoup plus limitée. Le commerce traditionnel, pendant la période de confinement, a connu une progression de ses ventes par le biais du digital de 100%. Alors certes, on parle évidemment de valeurs absolues qui ne sont pas du même ordre, mais ça montre simplement, mais c'est très important, que ce qui est essentiel, ce qui a été essentiel et ce qui sera essentiel demain, c'est bien la combinaison des deux, c'est bien l'omnicanal dont on parle depuis beaucoup de temps et son efficacité qui est en jeu et qui permet aujourd'hui donc de prendre des parts de marché et de grandir. Et on y reviendra. Alors à partir de ça, la question qu'on peut se poser, et qui concerne tous les secteurs, mais qui touche effectivement plus particulièrement le commerce, c'est quelle reprise ? Alors, comme c'est une crise inédite, on l'a souvent évoqué, difficile de trouver des éléments de comparaison. Ceci étant, on a l'exemple de la crise du SRAS il y a quelques années, donc, qui a sévi en Asie, comme là où est parti le Covid. Et sur cette crise-là, on a vu que le redémarrage avait somme toute été extrêmement rapide et grosso modo, en un trimestre, on était revenu à une situation similaire à celle précédant la crise. La réalité aujourd'hui, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on regarde précisément la façon dont les choses se passent aujourd'hui sur cette partie du monde, la réalité est que la reprise est beaucoup plus lente et quelque part erratique. Évidemment, fortement corrélée à l'impact du Covid et à ces fameuses deuxième vague, troisième vague qui pourraient revenir, qu'on voit poindre ça et là. Et au-delà de ça, on voit bien que les effets mondiaux de la crise affectent et fragilisent considérablement toute la question des produits, des approvisionnements, et évidemment, le commerce, quand il s'agit de vente de produits et que les produits ne sont pas là, ça a un certain nombre d'incidences. En Europe, la reprise européenne, elle se fait évidemment à partir du déconfinement. On notera que chaque pays, peu ou prou, a adapté des règles qui étaient très différentes en matière de confinement et de déconfinement. Je citerai un exemple. En Allemagne, le déconfinement s'est fait sur la base de critères de taille de boutique, alors qu'en France, on a raisonné plutôt par secteur, etc. Néanmoins, ces distinctions-là, sur l'aspect de la reprise, n'ont pas eu beaucoup d'impact et globalement, on voit une reprise qui se fait progressivement, peu ou prou, à peu près au même rythme globalement, mais avec des fortes différences suivant soit les formats, soit les secteurs, pour des raisons qui sont liées, je dirais, aux environnements locaux. Aujourd'hui, ce dont on s'aperçoit, c'est que
globalement, on est à peu près aux alentours de 70 à 80% des trafics qui sont retrouvés à l'échelle européenne. Et vous le voyez sur les graphiques, on a des courbes plus ou moins marquées, mais qui marquent ce redressement. Un petit focus sur ce qui se passe sur la France. La caractéristique je dirais notoire de ce qui se passe en France, c'est que c'est certainement le pays sur lequel cette reprise est beaucoup plus vigoureuse que celle des autres pays. Et d'autre part, les derniers chiffres qui arrivent quasiment toutes les semaines nous montrent qu'elle se fait même, et c'est heureux, plus rapidement que ce qu'on avait pu escompter au départ. On serait, au moment de la 6e semaine à peu près post-confinement, à un niveau de consommation qui ne serait que de moins 7% par rapport à une semaine normale, suivant l'indice de l'INSEE. Alors, il faut faire attention sur les chiffres qu'on indique, parce que si je reprends les indices de Procos, ce qu'on pourra voir après, on est plutôt sur des tendances moyennes qui sont de l'ordre de moins 20 à moins 25% à peu près. Mais disons que globalement, entre quelque chose qui était tombé à moins 90 ou moins 100%, on a retrouvé un niveau qui est significativement plus élevé. L'autre enjeu, l'autre critère effectivement à suivre, c'est effectivement les trafics, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle les clients vont revenir dans les magasins, sachant qu'on est confronté à deux problématiques à minima, enfin trois même. La première problématique, c'est celle effectivement de la contrainte sanitaire qui impose un filtrage des flux. Et ce n'est pas neutre, hein, parce que je rappelle que le commerce, il est quand même fondé, notre système de distribution est fondé sur la massification des flux et la transformation de ces flux les plus importants possibles en chiffre d'affaires. Donc, si vous prenez le principe qu'on va limiter ces flux dans l'entrée des magasins, dans l'entrée des centres commerciaux, dans les gares, évidemment, vous avez une conséquence à la clé qui est quasiment mécanique d'une diminution d'un risque, d'une diminution des chiffres d'affaires. Donc, d'où l'importance de suivre ce retour des flux dans ces magasins-là. Le deuxième élément, c'est de voir et de mesurer quel est l'impact du télétravail, parce que télétravail, comme je le disais tout à l'heure, c'est des gens qui se déplacent moins pour aller au bureau, et ces mouvements-là sont aussi des mouvements qui génèrent des opportunités de chiffre d'affaires dans différentes polarités commerciales, donc il y a un frein à ce niveau-là. Puis le troisième élément qui est extrêmement important, c'est celui de l'appréhension des gens, des craintes de cette crise économique qui se profile, qui se matérialise à grande vitesse, et donc une diminution de la confiance, diminution des achats potentiellement. Ce qu'on voit aujourd'hui, et ce qui est assez intéressant, c'est que, comme je disais tout à l'heure, ces trafics reprennent progressivement et qu'on peut faire une nuance entre, d'une part, les régions et Paris, ou plutôt exactement les régions et les grandes métropoles. Le redémarrage des grandes métropoles est un peu plus lent parce que le déconfinement était un peu plus tardif, mais aussi parce que tous les flux ne sont pas encore là, donc avec un impact sans doute plus marqué sur ces commerces-là, alors qu'ailleurs, ça va assez vite et les petites et moyennes villes ont marqué une plus grande résilience sur ces sujets-là. Donc, c'est un élément important. La grande question qui se posait aussi, c'était sur les centres commerciaux. Là aussi, les centres commerciaux reprogressent assez rapidement sur le sujet et retrouvent une tendance à peu près normale et similaire au cœur de ville. Mais on est toujours en deçà des trafics. Par contre, et ce qui est important, c'est que le taux de transformation, d'une manière générale, et donc le panier moyen, est en général plus élevé en moyenne que ce qui se pratiquait auparavant. Donc l'incidence trafic est là, mais l'incidence chiffre d'affaires serait moins importante que celle pour les trafics, ce qui est heureux, puisqu'on constate, suivant certains secteurs, des performances qui permettent d'espérer un rattrapage de la perte de chiffre d'affaires pendant le confinement d'ici la fin de l'année, ce qui était extrêmement difficilement envisageable au moment du confinement. Et je citerai l'exemple, et ce qui est encore plus étonnant, qui est celui du secteur du jouet, qui est un secteur qui était en difficulté et qui aujourd'hui est sur des performances qui font penser que si ça continue comme ça, il devrait retrouver à peu près l'équilibre. Je le disais tout à l'heure, le textile et le prêt-à-porter confirment le fait d'être ancré dans une crise. Il est en baisse tendancielle, je l'ai dit, de 20% depuis 2008 et 2019. Il va accentuer d'un seul coup cette perte-là de 20%. La restauration et le loisir est évidemment fortement impacté, puisque les règles de confinement ont été à la fois plus longues et plus strictes sur ce secteur-là.
Néanmoins, ce qu'on pense, c'est que le démarrage devrait être à la fois rapide et c'est un secteur qui devrait pouvoir tirer son épingle du jeu. De cette analyse différenciée, ce qu'il faut retenir et ce qu'il faudra continuer à observer avec beaucoup de précision, c'est de voir à travers les secteurs qui tirent leur épingle du jeu versus ceux qui connaissent une crise profonde, c'est qu'est-ce que ça traduit en matière de mode et de choix de consommation. Et ça n'est pas anodin parce que si je reviens simplement à cette crise qui affecte le prêt-à-porter et le textile, il faut savoir que ce secteur-là, c'est traditionnellement entre 40 et 60% de l'offre en mètre carré dans les centres commerciaux ou dans les centres-villes. Et si ce secteur-là, qui a été considéré habituellement comme une locomotive, donc un facteur d'attraction des flux, est un secteur qui est en faiblesse, la question de sa mutation, à la fois de ce secteur en tant que tel, mais aussi de la capacité à substituer les surfaces qui seraient libérées par ces différents acteurs, par quelle autre activité? Et là, on s'aperçoit que, effectivement, les secteurs du bien-être et de la santé, les secteurs du loisir et de la restauration sont autant d'éléments de substitution. Donc, on va assister à un mouvement de réajustement et de rééquilibrage de l'offre qui risque d'être assez significatif. Le deuxième facteur, enfin le deuxième élément d'appréciation, c'est le regard au niveau des acteurs. On est toujours traditionnellement en France dans des débats entre le petit commerce et le grand commerce. Cette dualité-là, si elle existe, elle n'est pas aussi marquée quand on regarde les effets de la crise. Les grands groupes, en fait, c'est un critère qui ne les rend pas forcément mieux armés pour résister à la crise. Les grands groupes, dès lors qu'ils ont la puissance financière, et tous ne l'ont pas, effectivement, peuvent passer ce cap-là de manière plus ou moins aisée. Ceux qui sont dans une situation fragile et qui étaient déjà fragiles avant la crise, ceux-là sont dans une situation extrêmement grave et de survie. Le premier à être tombé, c'est le groupe Vivarté, qui était déjà en position fragile et qui va être totalement, on peut le craindre, dépecé, et certaines marques risquent de disparaître purement et simplement. Le deuxième critère, effectivement, qui est un élément extrêmement important, et on l'a évoqué, c'est que le maillage du territoire et la densité des réseaux est un élément qui est apparu comme étant fondamental. Si je n'ai pas une proximité physique avec ma clientèle, eh bien, je suis en risque majeur. Et ça, c'est un élément essentiel. Tous ceux aujourd'hui qui tiennent peu ou pour le coup sont des structures très fortement densifiées en matière de maillage du territoire. Et puis le troisième élément, qui ne concerne pas l'immobilier en tant que tel, mais qui est quand même ce qui se passe derrière, je dirais, la vitrine du commerçant, c'est la maîtrise des approvisionnements et tout ce qui touche effectivement aux produits et à la logistique. On parle beaucoup, à travers de cette crise, de l'enjeu environnemental qui a touché les distributeurs. C'est une réalité et on le voit bien, et je vous invite à regarder toutes ces restructurations qui touchent ces secteurs-là, avec une nécessité de raccourcir en fait les circuits d'approvisionnement. Et donc la fameuse notion de circuit court trouve aujourd'hui un enjeu et une nécessité quelque part stratégique et donc économique qui va forcer tous ces acteurs-là à s'orienter dans ce sens-là. Au niveau des acteurs locaux, il y a vraisemblablement une très belle opportunité parce que, par la force des choses, cette proximité et cette accessibilité vis-à-vis de clients qui ont redécouvert finalement ce type de magasin durant la crise et le confinement leur a permis de résister et voire même de connaître des progressions assez intéressantes. On cite souvent le cas de quelques boulangers, voire de bouchers, qui ont connu des croissances de 400-450% parce que ils ont su notamment utiliser tous les aspects du digital avec le click and collect et autres qu'ils ont bricolé à la hâte, mais dont ils ont pu voir tous les effets bénéfiques pour leur clientèle. Deuxième élément, c'est les circuits courts. Il n'y a pas eu de risque d'approvisionnement. Beaucoup d'acteurs locaux ont trouvé des débouchés à travers ces circuits de proximité. Et puis le troisième élément, c'est la mise en avant des nouvelles valeurs. Tous ces aspects liés à l'environnement durable, produits bio et autres, ont trouvé une consistance, j'ai envie de dire, et une réalité concrète en termes de distribution et de mise en valeur auprès des clients pendant la période du confinement. Ça risque, je ne pense pas que ça durera avec la même ampleur que pendant la période du confinement. Néanmoins, il en restera toujours quelque chose qui permettra d'avancer sur ces aspects-là. Alors, je parle beaucoup du digital. Est-ce que le digital
Est la réponse à tout? Non, mais c'est un élément effectivement essentiel du débat, comme j'ai pu le souligner. La reprise et pour le commerce, les choses effectivement ne se refont pas comme avant, ça ne va pas être le grand chamboulement, mais il y a quelques axes sur lesquels il faut se pencher et sur lesquels il faut travailler pour que les choses puissent se remettre dans l'ordre. Je l'évoquais, réorganisation de toute la chaîne de distribution, les stratégies d'approvisionnement doivent être totalement revues. Un petit mot encore sur cet aspect-là. Je vais prendre l'exemple du textile du prêt-à-porter, en particulier du groupe Inditex avec Zara. C'est un groupe qui a fondé son succès sur sa méthode d'approvisionnement, sa logistique. Monsieur Ortega, qui a créé ce groupe-là, disait qu'il était un distributeur, un logisticien de la mode. Donc, ça veut dire qu'il mettait bien le cœur de son métier sur la problématique de la logistique. Et cette logistique passait par un approvisionnement massif à partir d'une zone. À peu près 30 à 40% des approvisionnements se font à partir de l'Asie, extrêmement rapide, c'est-à-dire avec une capacité de renouvellement de la mode sur des périodes de 15 jours à 3 semaines, et avec une logistique et une capacité de mise en disposition sur un réseau de magasins extrêmement rapide. Aujourd'hui, la crise a montré que ceci n'est plus possible parce que beaucoup trop fragile stratégiquement. Et donc, il faut revoir le modèle de A à Z sur des problématiques de circuits plus courts d'approvisionnement. Et ce mouvement-là est en cours aujourd'hui. Ce mouvement-là est en cours. Donc, c'est un mouvement qui est vraiment très en profondeur. Et derrière ça, effectivement, cette notion de massification, elle va disparaître au profit d'une notion de segmentation de l'offre. C'est-à-dire qu'on va devoir être capable d'approvisionner de manière beaucoup plus précise et d'ajuster son offre en permanence en fonction des demandes de consommateurs, et ce, avec un maillage extrêmement fin du réseau. Et c'est pour ça que le digital est un élément extrêmement important, parce que ça va être l'outil technique complémentaire qui va permettre en fait aux enseignes de gérer ces contraintes-là qu'elles ne pouvaient pas gérer auparavant, uniquement à travers l'approche en magasin extrêmement contraignante, physique, avec le stock nécessaire et la mise à disposition de toute une collection souvent pléthorique. Donc, toute la chaîne de distribution est concernée par ce digital, et surtout le réseau de l'omnicanalité, le drive, le click and collect, la livraison, le web, etc. Tous ces systèmes-là doivent être aujourd'hui immédiatement fortement déployés. Le troisième point qui est important, et c'est quelque part un peu la bonne nouvelle, parce que souvent on a dit que le e-commerce allait ravager le commerce traditionnel et c'était la fin du magasin, la fin des centres commerciaux, etc. Non, définitivement non, je crois qu'on peut être assez catégorique sur le choix. Le magasin est un pivot du système et il le reste plus que jamais. Il le reste plus que jamais parce que cette notion de proximité qu'on a déjà évoquée nécessite en fait, permet de démultiplier les points de vente et de faire, pardonnez-moi l'expression, coucou au client là où il est. Et comme on est avec un client qui vit à la fois dans la proximité mais dans des déplacements, il faut démultiplier ces points d'implantation et ce contact physique avec le client. Mais le rôle du magasin doit évoluer. C'est quelque part quelque chose qui doit fonctionner en hub, c'est-à-dire que je dois le rendre évolutif. Je dois lui permettre d'introduire le drive, jusqu'au drive piéton, si on prend l'alimentaire, je dois introduire le click and collect, je dois pouvoir faire à partir de ça de la livraison. Bref, je dois avoir une modularité, une adaptabilité à toutes ces fonctionnalités qui changent résolument la donne, mais ça doit se faire à partir du magasin. Et enfin, le quatrième point, c'est cette fameuse question des nouvelles aspirations sociétales, qui était quelque part, jusqu'avant Covid, un discours, on va dire, un petit peu idéologique ou dogmatique, et aujourd'hui qui trouve une signification économique, un enjeu stratégique derrière, autour des circuits courts, de l'environnement et de l'éthique qui va avec, ce que les consommateurs, ce que les clients que nous sommes vont maintenant exiger fortement. Alors, pour revenir un petit peu à notre sujet et les impacts sur l'immobilier commercial, au niveau des valeurs locatives. Au niveau des valeurs locatives, évidemment, qui est peut-être l'élément qui vous intéresse le plus aujourd'hui à partir du patrimoine qui peut être sous gestion. Le premier élément aujourd'hui, c'est toute la question des loyers et l'évolution de ces loyers avec un débat qui est quelque peu un peu biaisé par l'impact de la crise. On a aujourd'hui une situation qui est extrêmement tendue, on peut comprendre, hein, compte tenu de la situation des retailers, mais ça concerne aussi les investisseurs, qui fait qu'on a une situation un petit peu de blocage et une volonté très forte
de la plupart des enseignes, en particulier des groupes internationaux, d'appliquer le principe de zéro chiffre d'affaires, zéro loyer. Et ça, c'est quelque chose qui est pas forcément bon parce que la relation au chiffre d'affaires est une notion d'abord qui est restée jusqu'à maintenant très limitée à la gestion des centres commerciaux où on a accès à ces chiffres d'affaires. Et puis d'autre part, pour les raisons que je viens d'évoquer, le pur comptage du chiffre d'affaires fait en magasin, en fait, n'est pas et ne sera pas, en tout cas demain, l'indicateur le plus pertinent pour mesurer la contribution, la création de valeur du magasin au sein du réseau. Donc, il y a un enjeu autour de ça qui va être extrêmement important. Néanmoins, dans l'immédiat, l'impact conjoncturel va très vraisemblablement prendre le dessus, avec un ajustement donc, des valeurs locatives qui peu ou prou va se calmer évidemment sur la performance de chiffre d'affaires. L'effet des dépôts de bilan et des disparitions d'entreprises va entraîner mécaniquement une vacance et va donc augmenter la concurrence entre les sites et vraisemblablement des réactions d'investisseurs qui vont vouloir préserver à juste titre leurs locataires et donc on va avoir des éléments dans un premier temps conjoncturels de réajustement plutôt à la baisse de ces loyers. La question effectivement autour de ça, c'est sur quelle durée est-ce que ces éléments-là vont être pérennes ou pas. Personnellement, je ne le pense pas parce que si véritablement la distribution se reconstruit sur les axes que j'ai indiqués, donc ils font que la notion de réseau, sa densité, la place du magasin, des éléments extrêmement importants, eh bien, il va falloir refavoriser le développement de ce réseau-là. Il va falloir, en l'occurrence, donc trouver les bons emplacements. Et je pense qu'on va avoir un phénomène, en fait, tout simplement, de rétablissement d'une certaine hiérarchie, très vraisemblablement un rééquilibrage entre des emplacements prime, peut-être surcotés. Est-ce qu'aujourd'hui, les Champs-Élysées vont valoir toujours aussi cher avec une échelle de valeur de 1 à 20 ou de 1 à 30 par rapport à un emplacement dans une ville moyenne? Très vraisemblablement, je ne le pense pas, puisque les magasins vont retrouver une vocation et différentes raisons de créer de la valeur au travers des différents moyens, notamment du digital que j'ai évoqué. Donc, sur les loyers, un ajustement conjoncturel et ensuite recréation d'une échelle de valeur. Et évidemment, sur la partie des valeurs vénales, on va aussi avoir un impact. Alors, je mentionnerai le fait absolument ahurissant qu'on a pu constater pendant le Covid, où des grandes enseignes, des grandes foncières, ont perdu des valeurs absolument astronomiques. Je citerai le cas d'Unibail Westfield, le cas de Clépierre, qui ont perdu 60% de la valeur. On peut le dire, c'est un non-sens, parce que le sous-jacent de la valeur immobilière existait, mais ça traduit néanmoins les inquiétudes et peut-être le besoin d'éclaircissement de la part des investisseurs sur toute cette mécanique de transformation et la clarté d'un discours de la part des investisseurs sur leur stratégie et leur manière d'appréhender cette reconversion-là. Donc, on aura là aussi un impact sur les valorisations sur un court terme et un réajustement de ces valeurs, et sans doute de manière positive, dès lors qu'on y verra un petit peu plus clair sur la stratégie menée sur le redéploiement de ces réseaux. Premier constat, on disait avant Big is beautiful, on peut dire aujourd'hui Big is no more beautiful, c'est-à-dire que cette notion de densité va ramener en fait les enseignes sur une meilleure proximité et des ouvertures de magasins de manière un peu plus dense. Et puis le deuxième élément, dans des environnements où la mixité fonctionnelle et des usages est plus marquée. Là, j'ai envie de dire rien de neuf à l'Ouest, parce que c'est déjà une tendance qui est très largement amorcée sur tous les programmes de requalification et de redéveloppement urbain, où cette notion de mixité d'usage, de mixité fonctionnelle, dans laquelle on peut inscrire des offres adaptées et ciblées sur le plan commercial, existe déjà. Il y a un certain nombre de programmes qui sont mis en œuvre et qui fonctionnent correctement. Donc là, on n'a rien à réinventer, si ce n'est à s'inscrire dans cette tendance-là qui a montré ses effets. Et puis, le troisième élément, c'est sur la nature des formats. Là aussi, c'est une approche qu'il faut avoir qui est ciblée pour chacun des formats. Il n'y aura pas de disparition de centres commerciaux. C'est un format qui a sa raison d'être et qui existe. Il devra néanmoins
retrouver, relégitimer sa vocation. On a évoqué la problématique d'une offre qui fondée essentiellement sur le prêt-à-porter, l'habillement, la mode ou l'alimentaire sous forme d'hyper. Évidemment, ces formats-là vont devoir évoluer. Il va falloir retravailler le mixte et les raisons d'être de ces centres commerciaux. C'est déjà quelque chose qui est amorcé, c'est un travail qui va s'intensifier. Et puis, il va falloir travailler aussi sur cette logique de flux. Autant on était avant sur une logique de massification des flux et on pouvait considérer que lorsqu'on parlait des 4 temps, 40 millions et plus de visiteurs, ben c'était la pépite. Autant aujourd'hui, c'est moins le sujet que de savoir le type de client qu'on accueille et effectivement de quelle manière il transforme en fait son passage en un acte d'achat. Et la manière dont le déconfinement se fait aujourd'hui le prouve, c'est que finalement, même si j'ai moins de trafic, mais si j'ai une transformation avec un poignet de moyens plus élevé par une réponse plus adaptée à un nombre de mes clients, je m'y retrouve quelque part. Et cette mutation-là, elle est délicate et parce que c'est des ensembles qui sont assez lourds à gérer, ça nécessite des investissements considérables et ça nécessite des mutations d'offres qui sont assez importantes. Le deuxième format classique, j'ai envie de dire, c'est celui des zones commerciales et des retail parks, qui ont montré leur très grande résilience pendant la période de confinement, parce que c'est leur rôle de destination, mais pas uniquement, parce que ce sont des formats sur des types de surfaces, donc plutôt ce qu'on appelle les moyennes surfaces ou des grandes surfaces. Et là, les enseignes ont pu adapter finalement leur offre très rapidement et introduire toutes ces fonctionnalités qu'on a évoquées tout à l'heure, cette espèce de fonction hub dans laquelle on peut trouver, je peux être servi de mille et une manières suivant mon désir. Et c'est cette facilité-là et cette souplesse relative de ces types de magasins qui ont permis en fait de mieux répondre aux attentes des clients. Et en ce qui concerne les centres-villes, il y a une vraie opportunité. Il y a une vraie opportunité, pas uniquement dans les grandes métropoles, hein, qui aujourd'hui doivent démontrer leur capacité à réattirer des flux et des trafics importants, mais dans toutes les villes, je dirais, de France et de Navarre, les villes moyennes, les villes petites, qui, si elles subiront un impact à court terme lié à cette crise de restructuration, vont profiter de cette proximité avec un gros enjeu qui est repris par le gouvernement aujourd'hui sur cette problématique de formation et d'accompagnement sur la transformation numérique des petits commerces et des indépendants, qui est un enjeu plus crucial. Et si ça peut être fait, on aura une vraie opportunité pour tous les centres-villes et de reconquête du territoire. Il ne faut pas avoir peur de le mentionner. En termes d'investissement, François l'a évoqué tout à l'heure, effectivement, on va avoir un impact sur les transactions. Maintenant, je pense qu'il faut relativiser ça parce que ça fait quelques années que sur le commerce, c'est un volume qui est assez erratique en termes d'investissement, qui est marqué souvent par plus ou moins de grosses transactions. Cette année, on va voir la grosse transaction d'Unibail-Rodamco-Westfield qui a vendu une partie de son portefeuille, donc qui se chiffre en milliards. Donc, on va avoir un volume qui facialement va être relativement important, mais c'est un petit peu à l'intérieur de ça que les choses vont devoir être regardées. Très rapidement, tout ce qui est prime, donc évidemment, devrait se maintenir et on constate cette tendance-là. C'est-à-dire le prime, c'est là où le sous-jacent immobilier est irréprochable et toutes les caractéristiques d'un fonctionnement commercial étaient aussi irréprochables. Les transactions aux centres commerciaux, tant qu'il n'y aura pas une visibilité sur le repositionnement et les preuves de ce repositionnement, on peut estimer que ça restera plus ou moins à la baisse. Et les retail parks, ça reste aujourd'hui un petit peu les chouchous parce que ça fonctionne et ça a une part assez significative du marché avec 20-25% du montant des transactions. Ce qu'on constate aujourd'hui de manière concrète, c'est que les transactions, alors à la fois sont plutôt complexes parce qu'il y a une structuration financière qui devient plus significative, plus importante. Toutes celles qui sont menées, donc on a évoqué celle de l'opération menée par Unibail et Westfield est importante. C'est quelque part, à travers cette session-là, une forme de restructuration puisqu'Unibail n'a vendu qu'une partie de ses actifs. Il est resté acteur et gestionnaire des actifs qu'il a vendus. On voit aussi des opérations de sell and leaseback qui sont portées et poussées par la nécessité des enseignes de dégager du cash et de le réinvestir dans la restructuration de toute leur chaîne de distribution. Donc, on a quelques aujourd'hui dossiers significatifs dans ce secteur-là et ça reste des opportunités. Et puis, ce qu'on constate et ce qui est
je pense, très intéressant et quelque part une bonne nouvelle, c'est qu'on a des acteurs donc, qui, entre guillemets, profitent, on va les appeler des opportunistes, de cette situation-là, qui connaissant bien leur métier et ayant une analyse et des convictions assez fortes sur ce secteur-là, eh bien, vont s'engager fortement. Je citerai notamment le cas de la Société des grands magasins, qui a acheté un certain nombre d'actifs, Alterea, Amerson, et qui continue ses petites emplettes avec une stratégie qui consiste à prendre des galeries ou des centres commerciaux de proximité et à les faire évoluer, à faire ce travail de mutation que certains investisseurs ne veulent ou ne peuvent pas faire. Donc un marché de l'investissement à regarder avec beaucoup de précautions, mais qui peut révéler de très belles opportunités. Alors, s'il fallait résumer, comme cet environnement de l'immobilier commercial, en fait, c'est un métier d'utilisateur et d'acteur. La valeur de l'immobilier commercial, c'est finalement le chiffre d'affaires qu'on peut y faire. Je pense que les grands enjeux sur lesquels il faut être extrêmement vigilant, il faut commencer par celui qui fait gagner la vie aux commerçants et aux investisseurs, c'est le client. Donc, de bien voir comment ces choses évoluent, de quelle manière toutes les habitudes prises pendant la période de confinement perdurent. Ça, c'est un point extrêmement important. Le deuxième élément, je l'ai beaucoup évoqué, c'est le digital et l'omnicanal, à la fois intégré à la chaîne de distribution et à la fois au service des clients, dans cette facilité-là, offerte aux clients. Le magasin, eh bien ça reste plus que jamais, mais il faut le centre de l'organisation, mais il faut pouvoir le redévelopper et ne pas oublier que c'est le lieu de l'expérience du client. On le dit facilement, c'est un peu un propos marketing, mais chacun peut faire l'expérience que s'il rentre dans un magasin, qu'il n'est pas bien accueilli, que c'est un petit peu tristounet et qu'il sent kikine, etc., il n'y reviendra pas. Et c'est le b.a.-ba du métier. Rien de neuf à l'ouest, sauf qu'il faut le remettre dans les magasins. Les formats commerciaux, comme je le disais, rien ne change. C'est-à-dire que la structuration même du mode de distribution, elle là, existe, c'est d'immobilier. Donc, il y aura peut-être ça et là quelques friches, mais globalement, c'est un enjeu de mutation et de transformation. Les localisations, un nouvel élément de développement et de maillage du territoire, un nouvel enjeu des enseignes. Là aussi, je citerai juste un exemple pour être tout à fait concret. C'est l'exemple de la FNAC. Je vous invite là aussi à le regarder dans le détail. Il y a 2 ans, la FNAC ne se développait, ou 5 ans, ne se développait que sur des flagships, c'est-à-dire des surfaces de 2, 3, 4, 5 000 m² dans les grandes métropoles. Aujourd'hui, la FNAC a totalement renversé son modèle, travaille sur des formats qui vont jusqu'à 400, 500 m², voire plus petits, dans des localisations sur lesquelles les zones de chalandise sont à peine de 20 000 habitants. Et la clé de son système, c'est changement d'exploitation avec intégration de la franchise, intégration du digital, maîtrise de toute la chaîne de logistique. Alors je le dis, c'est très facilement, c'est très simple. Ça fait 3-4 ans que la FNAC est en pleine révolution. C'est lourd, c'est douloureux, mais aujourd'hui, c'est un acteur qui est, je pense, résolument sur les rails et pourtant en vendant des produits on ne peut plus basiques. Et enfin, les valeurs, oui, il ne faut pas avoir peur de le dire. Il y aura un réajustement inévitable avec une nouvelle hiérarchie, mais tout ça, c'est au profit d'une résilience qu'on avait peut-être un peu perdue, mais qui a toujours constitué les fondamentaux du commerce en matière d'investissement. Voilà, j'espère avoir fait à peu près un tour le plus exhaustif de la situation de notre immobilier commercial. Merci. Merci, ça marche. Oui. Alors, je reprends le flambeau. Vous m'entendez? Oui, oui. Ah, super. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Passionnant, merci François, merci Monsieur Levesne. C'était vraiment passionnant, je pense qu'on a fait une bonne vision complète, bonne vision du marché du milieu de l'immobilier d'entreprise et de commerce. Donc, il va falloir enchaîner. Donc, ces actifs peuvent être tous regroupés sous forme d'SCPI. Et les SCPI, c'est le cœur de métier de Fiducia Gérance. Donc, Jean-François va nous dire quelques mots, je crois pour commencer, des SCPI de Fiducia Gérance. Donc, voilà. Merci. Alors, très rapidement, parce que c'est peut-être pas le plus important, mais on a voulu vous rappeler la gamme, l'offre que pouvait apporter Fiducia Gérance en termes de SCPI. L'idée, bien évidemment, pour nous, c'est d'avoir l'offre la plus complète possible, la plus différenciante possible. Aujourd'hui, la SCPI, comme les actifs financiers, se travaille sous forme d'allocation d'actifs.
Et grâce à cette gamme de 6 SCPI, enfin de 5 SCPI et d'un fonds immobilier, on a la possibilité aujourd'hui effectivement de se positionner sur l'ensemble des actifs immobiliers du marché et donc de pouvoir diversifier au maximum ces investissements. Donc très rapidement, FiCommerce, comme son nom l'indique, c'est une SCPI de commerce à hauteur de 80% environ, qui est une grosse SCPI puisque la capitalisation fait 700 millions d'euros. Bureau Boutique, qui est la SCPI la plus diversifiée de nos SCPI, puisque dans cette SCPI-là, vous allez retrouver à la fois évidemment du bureau, des boutiques, mais aussi de la logistique. Donc, vous allez pouvoir, grâce à cette SCPI, diversifier directement votre location. Et puis, trois autres SCPI plus spécifiques. Selecti Pierre 2, qui est une SCPI de bureau parisien, donc avec un patrimoine exceptionnel et qui est plus orienté sur la valorisation que sur la distribution. Logipierre 3, qui est une SCPI dans laquelle on va retrouver de l'immobilier géré, c'est-à-dire de l'hôtellerie, des résidences étudiantes. Et puis la dernière, c'est une SCPI un petit peu nouvelle en termes de distribution, puisqu'elle est passée récemment à capital variable. Et c'est une SCPI qui est diversifiée également, mais très parisienne, avec un actif basé sur le secteur de la santé et qui pourrait aussi compléter une allocation d'actifs, puisqu'on va pouvoir se positionner sur un secteur en pleine expansion. Et puis, dernière chose, Finimo, qui est un fonds de fonds immobiliers où là, on va pouvoir investir dans des actifs immobiliers qu'on ne trouve pas forcément dans les SCPI. Et enfin, pour le fun, si je puis dire, nous avons une activité historique dans la forêt, le groupement forestier. Et là aussi, ça permet de diversifier sur des actifs tangibles ces investissements et profiter d'avantages successoraux et fiscaux non négligeables. Alors, merci Jean-François. Donc là, on est plus dans une dimension d'échange. Dans le prolongement de ce qu'ont dit Jérôme Legrel et François Dupuis, est-ce que les collectes ont suivi un petit peu le même chemin que le marché immobilier? Alors, c'est d'autant plus sensible qu'on avait, je parle des sociétés de gestion en règle générale, avaient réalisé un premier trimestre de qualité avec une collecte relativement importante. Donc, inévitablement, la collecte depuis le mois d'avril ralentit. C'est vrai pour le mois d'avril, c'est vrai pour le mois de mai. C'est un petit peu moins vrai pour le mois de juin où on recommence à avoir des investisseurs qui se positionnent. Alors, on peut comprendre l'attentisme des investisseurs, voire la crainte de certains, puisque il était difficile de se positionner dans cette période d'incertitude. Alors, incertitude pas tant par rapport à l'actif immobilier et par rapport au SCPI, mais plus par rapport à leur situation personnelle. Ce qui est remarquable en revanche, c'est que dans le même temps, on a une excellente tenue du marché secondaire, c'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que les associés ont parfaitement confiance dans leurs produits, dans leurs investissements, dans la SCPI, dans la sécurité et la résilience de la SCPI. Et ça, c'est important puisque si certes, on a eu une baisse de la collecte, on n'a pas eu de sortie importante ou pas plus que d'habitude, si ce n'est éventuellement pour certains associés qui, parce qu'ils ont perdu une partie de leurs revenus, ont été obligés de revendre quelque part. Mais globalement, le marché s'est plutôt bien tenu. Donc, oui, une baisse des souscriptions, mais un maintien de la capitalisation en règle générale. Et vous pouvez nous rassurer en nous indiquant les mesures proposées par Fiducia Gérance et au niveau des locataires, les perspectives de résultats, vous en avez un peu parlé déjà. Mais... Alors, avant de parler de perspectives de résultats, la bonne nouvelle, si on peut trouver une bonne nouvelle dans cette crise, c'est la réactivité, la rapidité avec laquelle les sociétés de gestion ont réagi. Ça, c'est important. Les équipes de gestion de Fiducia Gérance se sont immédiatement mis en contact avec l'ensemble des locataires pour essayer de trouver les mesures les meilleures, ou en tout cas les accompagner au mieux dans cette période de crise. L'idée, vous en doutez bien, plus que de maintenir coûte que coûte la distribution, c'est de pérenniser l'activité de nos locataires. Donc pour cela, en dehors des mesures gouvernementales qui ont été prises, Fiducia Gérance a contacté ces locataires pour essayer de trouver avec eux les solutions les mieux adaptées à leur situation. Quelques exemples. Le premier, ça a été de reporter le loyer du mois d'avril au mois de juillet, pour leur permettre de souffler, puisqu'on commençait à peine à ce moment-là la période de confinement. La deuxième règle a été de transformer les trimestrialités de loyer en mensualités de loyer, là encore pour assouplir la trésorerie, pour alléger la trésorerie.
Et la troisième mesure a été de reporter cette mensualité, non pas au 1er du mois, mais au 15 du mois. Donc tout ça a permis effectivement de laisser souffler nos locataires et de leur permettre dans la plupart des cas, de payer leur loyer, en tout cas d'éviter de passer sur des mesures plus contraignantes. Voilà, donc globalement, ça s'est plutôt bien passé. Je vous rappelle que les encaissements du premier trimestre ont été très bons, puisque globalement, ils se sont divisés entre 80 et 100% de la distribution du trimestre de l'année précédente. Et pour le deuxième trimestre, celui qui nous concerne aujourd'hui, on va avoir des taux d'encaissement qui seront compris entre 60% et 91% exactement, en vous rappelant juste que le loyer du mois d'avril sera payé le 15 juillet. Donc globalement, des résultats qui sont plutôt corrects. Bonne perspective. En tout cas moins mauvais qu'on pouvait le craindre au départ, et donc des distributions qui resteront sur l'année 2020 plutôt sympathiques, puisque on pense que le troisième trimestre sera meilleur et surtout qu'on retrouvera à peu près un rythme normal en fin d'année. Donc voilà, on s'en sort pas si mal. Donc vous pouvez encore nous donner 3-4 bonnes raisons d'investir aujourd'hui en SCPI? Alors oui, évidemment, je crois que la SCPI a montré depuis des années maintenant sa bonne tenue. Il faut juste garder à l'esprit que c'est un produit de long terme et que par conséquent, une crise comme celle qu'on vient de passer, c'est malheureusement un coup un trou d'air, mais ça n'est qu'un trou d'air. Si on regarde justement sur le graphique que vous présentez là, on s'aperçoit que quelles que soient les durées, 5 ans, 10 ans, 15 ans, et sur 15 ans, je vous rappelle qu'on a connu 2 crises, 2008 et 2011, eh bien, la SCPI a une performance très supérieure, ou en tout cas aussi bonne dans le pire des cas, que l'ensemble des autres classes d'actifs, donc des TRI même sur des périodes de 10 à 15 ans qui sont à 2 chiffres. Donc très concrètement aujourd'hui, la SCPI a prouvé que les performances étaient sur la durée en tout cas toujours présentes. La deuxième chose, peut-être la plus importante quand on investit dans de la SCPI, c'est évidemment la mutualisation et la diversification. On l'a dit tout à l'heure, on a parlé des différentes classes d'actifs. Globalement, toutes les classes d'actifs ont été touchées par la crise sanitaire, mais certaines plus que d'autres. Et ce qui est sûr, c'est que quand on mutualise et quand on diversifie au maximum, forcément, on prend moins de risques. J'ai pris juste l'exemple de Ficommerce. Ficommerce, c'est 502 locataires, c'est 310 immeubles. Et comme vous pouvez le constater sur le document, c'est une SCPI qui est très diversifiée, à la fois géographiquement et en termes d'actifs. Donc, bien évidemment, quand on est sur un tel support, on prend un petit peu moins de risques que quand on est sur un support pur, type un immobilier en direct, par exemple. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est évidemment la régularité, la lisibilité et la sécurité de la SCPI, puisque les gens qui investissent en SCPI, généralement, c'est parce qu'ils ont besoin de revenus aujourd'hui ou besoin de revenus demain, et ils ont besoin d'être assurés à ce niveau-là. La SCPI a toujours prouvé, même si, bien évidemment, il y a de temps en temps des petites baisses de distribution, mais qu'elle distribuait régulièrement et qu'il n'y avait pas de grande volatilité sur les performances des SCPI. Et puis la dernière chose, c'est évidemment que ce produit-là, si je puis me permettre, c'est un produit qu'on pourrait qualifier de couteau suisse de la gestion de patrimoine, parce qu'avec de la SCPI, on peut quasiment répondre à tous les objectifs des investisseurs, parce qu'on peut investir en direct, c'est-à-dire acheter des parts en cash, que ce soit par le biais d'un capital ou par le biais d'une épargne d'ailleurs, ce qui va permettre de se constituer un patrimoine dans le temps. On va pouvoir investir en démembrement de propriété, suivant sa situation, suivant ses besoins, suivant sa fiscalité, la nue propriété pour les personnes fortement fiscalisées et qui préparent la retraite, l'usufruit pour ceux qui ont besoin de revenus immédiatement. Et puis, on va pouvoir aussi travailler la SCPI par le biais de supports d'assurance vie en unité de compte, ce qui permettra de compléter ou de diversifier une allocation d'actifs. On parle beaucoup depuis quelques années de la baisse des fonds euros ou des rendements des fonds euros. La SCPI peut être une bonne alternative aux fonds euros, puisque vous l'avez vu, les performances des SCPI, je crois que la performance moyenne des SCPI dernière était de 4,40, quand le fonds euro, lui, a une performance 4 fois moindre. Donc
voilà, ça fait partie des choses qui permettent aujourd'hui effectivement de répondre à pratiquement tous les objectifs des clients et je serais ravi de pouvoir en parler plus avant avec tous ceux qui le souhaitent. Bon, bah, très bien. Merci beaucoup, Jean-François. C'était très clair. En guise de conclusion, j'ai deux petites questions. Une pour Monsieur Dupuis et puis je terminerai par Monsieur Le Grel. Monsieur, enfin François, on a parlé à peu près de tout. Peut-être un petit mot sur le marché locatif des bureaux. Comme ça, Oui, le marché locatif des bureaux, il est caractérisé par une demande placée qui va être en forte baisse cette année. On est depuis quelques années, si on prend l'Île-de-France, entre 2,3 et 2,6 millions de mètres carrés loués. On devrait être, je pense, cette année autour de 1,5 million, c'est-à-dire une baisse d'à peu près 40%. Et face à ça, on a une offre immédiate qui se situe aux alentours de 3 millions de mètres carrés et une offre future avec beaucoup de choses en construction, notamment à la Défense, qui représente à peu près 2,5 millions de mètres carrés supplémentaires, dont à peu près 1 million de mètres carrés sont préloués. Donc ça veut dire qu'il y aura certainement de la vacance localisée dans certaines zones, et ce qui aura un impact sur à la fois les mesures d'accompagnement et sur le niveau des loyers. Alors les mesures d'accompagnement, c'est toutes les mesures d'aide des bailleurs pour faire venir ou pour retenir des locataires. On a coutume de dire qu'il y a un écart d'à peu près 20% entre le loyer facial et le loyer économique. Cet écart pourrait augmenter de façon à sécuriser de nouveaux locataires. Et en ce qui concerne le niveau des loyers, je pense qu'il va y avoir un écrêtement des loyers les plus élevés. On n'a pas encore vraiment constaté. Il y a eu des prises à bail récentes sur des grands immeubles très bien situés dans Paris, avec des niveaux de loyer très élevés. Mais globalement, je pense qu'il y aura un écrêtement de ces valeurs-là et une concentration dans des valeurs un petit peu plus raisonnables. Et très bien. je pense qu'on aura aussi la nécessité pour certains bailleurs dans des zones plus difficiles, dans des zones secondaires, d'ajuster les loyers plus fortement. Merci, c'est très bien, c'est très précis. Et puis, dernière question pour Monsieur Le Grel, ma petite question piège, qui n'en sont pas, qui permet aussi de synthétiser un peu ce qu'on a entendu. Est-ce que vous avez deux raisons d'être un peu optimiste sur notre sujet? Je vous les ai donné les raisons. Hein. C'est que quand on regarde, déjà, une manière de regarder ce qui s'est passé au cours des dernières années, au risque d'être un petit peu caricatural et brutal, ça fait 10 années que le commerce est dans une espèce de, je veux dire, une espèce de léthargie où il rencontre les difficultés, la crise du modèle de l'hyper, on parle de l'e-commerce, de machin, etc. Et elle vient mettre un coup de pied dans la fourmilière. Évidemment, c'est dramatique, mais en même temps, ça, comme j'ai essayé de l'expliquer, ça donne quelques voix. Et je pense que les raisons d'espérer, ce qui est, je pense, assez intéressant, c'est le fait qu'aujourd'hui, on était dans un marché dans lequel les investisseurs étaient assez finalement interrogatifs sur là où investir dans du commerce ou dans de l'immobilier commercial. Et il y avait un phénomène de retour vers le prime dans des grandes villes et quelquefois à des conditions extrêmement élevées. Ce que dit aujourd'hui cette crise, c'est que non, les opportunités sont partout, elles s'analysent à l'échelle d'un réseau et donc à l'échelle du métier de chaque retailer, et que là, ça ouvre des opportunités de réinvestissement dans des logiques de développement de territoire, et donc ça, c'est extrêmement positif. Le deuxième élément, en raison d'espérer, c'est que, ce que je disais aussi, c'est qu'à l'intérieur de ça, c'est que le magasin reste plus que jamais pivot, mais qui va s'enrichir. Donc, ça va être un élément de valeur ajoutée. Et donc, la pertinence d'avoir ce type d'actifs dans un portefeuille et la valorisation de ces actifs, même si elle va se sophistiquer un petit peu, plus que jamais nécessite en fait de trouver des investisseurs qui soient capables d'apporter ce complément de développement aux enseignes. Donc, voilà, ça reste à construire. Et qui dit à construire dit opportunité et création de valeur. Voilà, il faut savoir saisir ces opportunités. Eh ben, parfait. Ben, grand merci. Je passe un slide d'avertissement de conformité. Il ne reste plus qu'à remercier l'ensemble des interlocuteurs
pour cet épisode un petit peu plus long que prévu, mais vraiment, j'espère que les gens trouveront passionnant, comme on a pu le trouver passionnant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer directement une question sur patrick.herol@fiducial.net. Si j'en prépare aux interlocuteurs, on fera vivre les réponses. Donc, quand vous enverrez une question, sur le support où il y aura la vidéo, on essaiera de faire vivre les réponses parce qu'il y a des questions pour chacun. Un énorme merci pour votre attention. Et puis, écoutez, rendez-vous au prochain épisode, certainement à la rentrée. Voilà. Merci. Merci, au revoir. Merci à vous.